Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Une nouvelle alerte au tsunami en Asie du Sud-Est. Un tremblement de terre de magnitude de 8,2 sur l'échelle de Richter s'est produit il y a moins de 2 heures dans l'océan Indien. Là encore, tout près de l'île de Sumatra en Indonésie. Des scènes de panique et des coupures d'électricité sont signalées sur place. Les pays alentours, Thaïlande, Sri Lanka, Inde, ont également déclenché l'alerte. Nous y consacrerons bien sûr une grande partie de ce journal. La fin du voyage de Jacques Chirac au Japon, le président de la République a appelé une nouvelle fois à voter oui à la Constitution européenne pour sauvegarder notre modèle social, dit-il. Aujourd'hui, un 4e sondage confirme la poussée du non, 54% contre 46% pour le oui. Le lundi de Pâques n'est plus férié pour tout le monde. Le Gard et le territoire de Belfort ont choisi de travailler aujourd'hui pour préserver le week-end de Pentecôte. Mais les écoles sont restées presque vides et les administrations ont tourné au ralenti. L'attente se poursuit à Monaco. Le dernier bulletin de santé du prince régné évoque un état stationnaire mais préoccupant. Ces médecins restent réservés sur ses chances de survie. Enfin, peut-être une piste pour retarder la maladie d'Alzheimer ou d'autres du même type. Des expériences menées sur un ver ont permis d'isoler une substance qui semble efficace. L'alerte est donc générale ce soir en Asie du Sud. 3 mois après le raz-de-marée dévastateur, un nouveau tremblement de terre vient de se produire au nord de l'île de Sumatra en Indonésie. Un séisme très puissant, même s'il est moins fort que le précédent. Les premiers éléments d'abord avant de retrouver Fabienne Synthès en direct à Banda Aceh. Les premiers éléments avec Claude Sampère. Le séisme s'est produit peu avant 19 h heure française. Un séisme très violent, 8,2 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre s'est produit au large de l'île de Sumatra en Indonésie. Pas d'image pour le moment, il était 23 h heure locale lorsque la secousse s'est produite. C'est la même zone que l'on voit ici qui avait déjà été touchée le 26 décembre dernier lors du raz-de-marée qui avait frappé la région après un séisme à l'époque de 9 sur l'échelle de Richter. C'est un très gros tremblement de terre et qui peut être considéré aujourd'hui comme une réplique de celui qui s'est produit au mois de décembre dans la même région. Il se produit ce genre de tremblement de terre guère plus d'une fois et encore par an. La magnitude 9 est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc ce tremblement de terre qui vient de se produire est considéré comme une réplique parce qu'il est d'une magnitude inférieure, parce qu'il se produit dans la même région et qu'il a probablement la même origine tectonique. À l'heure actuelle, on ignore s'il y a des victimes. Une alerte au tsunami a été lancée en Thaïlande, en Indonésie, au Sri Lanka et en Malaisie. Ce sont les Américains du centre d'alerte d'Hawaï qui les premiers ont donné l'alerte. Ils parlent à l'heure actuelle d'un risque de raz-de-marée dévastateur pour les pays de la région. L'agence américaine vient d'appeler tous les pays du secteur à évacuer d'urgence les populations vivant le long des côtes pour éviter une tragédie équivalente au 26 décembre dernier. Alors, nous retrouvons Fabienne Synthès, grand reporter à France Inter, à France Info, à Banda Aceh. Bonsoir Fabienne, est-ce que vous m'entendez ? Bonsoir, je vous entends bien, oui. Vous êtes donc situé, on l'a compris, tout près de l'épicentre du séisme. Est-ce que des scènes de panique ont été constatées? Est-ce que vous les avez vues? Ça a été extrêmement impressionnant. La secousse, on l'a tous évidemment senti, mais vous savez que des répliques, il y en a beaucoup dans cette région de manière extrêmement fréquente. Celle-ci, tout le monde a senti qu'elle commençait à durer bien plus longtemps et au bout peut-être de 45 secondes, tout le monde s'est retrouvé dans la rue. Les gens se regardaient. J'ai vu une femme s'agenouiller subitement et se mettre à prier. Des enfants commençaient à pleurer. Et puis, dans la fraction de seconde qui a suivi, alors que la terre tremblait encore, les gens se sont tous rués sur leurs véhicules, tout ce qui roule, les voitures, les tuk-tuk qu'il y a ici, les mobylettes également, et tout le monde est parti, tout klaxon hurlant, des files entières de voitures qui disaient tous, on part vers le nord, on part vers la montagne, il faut monter, la vague arrive. Ce moment de panique a duré, disons, cette grosse panique, une bonne demi-heure. J'étais moi dans la voiture de mon interprète ici, par exemple, qui est parti avec évidemment sa femme et ses 2 enfants. Sa femme a eu le temps de prendre au vol ce qu'elle appelle son sac d'urgence en cas de tsunami, réellement, avec son compte en banque à l'intérieur, avec des bijoux également, et les clés de la maison. Et tout le monde est parti comme ça. Il a fallu vraiment une bonne heure pour que la tension retombe. C'est le cas en ce moment. Les gens rentrent doucement chez eux sans pour autant rentrer dans leur maison. Il est un peu tôt pour eux pour se retrouver tout seuls d'une certaine façon. C'est important pour eux d'être ensemble encore à ce moment-là. Et ce qu'on voit passer ici dans le centre-ville où je me trouve, ce sont des voitures de police qui disent aux gens « Calmez-vous, calmez-vous, il n'y a pas de tsunami, tout va bien, calmez-vous ». Et est-ce qu'on pense effectivement qu'un tsunami a des chances de se produire compte tenu de la configuration des lieux? Ça n'est pas exactement la même côte, ou est-ce que finalement ces scènes de panique ne sont pas vraiment justifiées?
Oh, écoutez, vu l'état de cette population qui est encore extrêmement traumatisée, vu ce qu'ils ont vécu ici, il faut se souvenir quand même que là où je me trouve en ce moment, par exemple, où les gens sont dehors en train de discuter entre eux de cette nouvelle réplique, là où je me trouve, il n'y avait absolument rien, si ce n'est un sol qui était absolument jonché de cadavres. Donc je pense que les gens à ce moment-là ne se posent pas la question de savoir si l'épicentre était suffisamment loin ou près, ou s'il y a un risque ou pas. Ils ont peur, ils paniquent immédiatement et ils ne veulent même pas chercher à comprendre, ils s'en vont immédiatement. Même encore une fois, l'interprète qui est avec nous, qui travaille beaucoup avec les organisations non gouvernementales, avec les journalistes, qui a une vraie connaissance des choses maintenant, même lui est parti en l'espace de quelques secondes seulement. Il n'est pas question de raisonnement ici en fait, et c'est même nous qui avons appris au fur et à mesure aux gens d'ici quelle était l'amplitude de ce séisme. Le chauffeur notamment par exemple, pour vous donner une idée, regardez constamment sa montre et nous demander la dernière fois la vague elle est arrivée combien de temps après le tremblement de terre. Dites-moi combien de temps après le tremblement de terre. Il a fallu constamment le rassurer et comme les autres, il a mis une bonne heure avant de se calmer réellement. Et puis il faut rappeler que compte tenu du décalage horaire, on est en pleine nuit là-bas en Indonésie. Est-ce qu'on a des informations à Banda Aceh, Fabienne, sur ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire au nord de Sumatra, tout près de l'épicentre? Pas du tout, pas du tout. D'ici, c'est extrêmement compliqué. Les téléphones se sont retrouvés bloqués extrêmement rapidement. Il est finalement plus facile d'obtenir la France par téléphone que d'avoir des gens d'un point à un autre. Donc pas du tout. Ce que j'ai en face de moi, par exemple, c'est que les gens sont sur les ponts, en train de regarder la mer, en fait, et regarder vers potentiellement ce qu'ils imaginent être le côté de l'épicentre pour voir s'ils voient arriver quelque chose. Mais non, d'ici, pour l'instant, on n'a absolument aucune nouvelle. En tout cas, autour de moi, pour ce qui est du tremblement de terre en soi, aucun dégât. Je ne constate là où je me trouve encore une fois, aucun dégât qui a permis de faire descendre un petit peu cette panique effectivement, et les gens commencent à s'imaginer qu'en effet, pour ce qui les concerne en tout cas, le danger est écarté. Merci Fabienne Sathès pour ce témoignage et on vous retrouvera si nous rétablissons, si nous gardons cette liaison, on vous retrouvera bien sûr à la fin de ce journal pour d'autres précisions. Un détour tout de suite par Jakarta, la capitale de l'Indonésie, où nous retrouvons Julie Lebègue de l'UNICEF. Est-ce que vous avez des précisions à Jakarta sur ce que pourraient être les premiers dégâts et du tremblement de terre et de la vague qui s'en est suivie? Pour l'instant, nous n'avons aucune précision en termes de dégâts sur ce qui s'est passé à Sumatra, à Banda Aceh, sur la côte ouest à Meulaboh. À Jakarta, nous n'avons rien senti, aucune secousse. Nous avons été informés par nos équipes qui se trouvent actuellement à Banda Aceh en particulier. Et effectivement, les gens ont paniqué et continuent à paniquer. Ils sont dans la rue. Il est actuellement un peu plus d'1 heure du matin, ce qui est assez inusuel à Banda Aceh. Les gens attendent de voir si l'eau va arriver. Il est extrêmement difficile d'avoir des liaisons avec la côte ouest d'Aceh pour l'instant, donc nous ne pouvons pas savoir pour l'instant s'il y a eu des dégâts sur cette côte. Merci Julie Lebègue. On l'a compris, le séisme s'est produit à quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres du précédent. Ce serait en fait une réplique d'après l'agence américaine de surveillance géologique. Depuis le 26 décembre en tout cas, tout le monde a appris que les vagues arrivent très vite sur les côtes. Laurence Deleur. Il est 8h50 du matin, le 26 décembre 2004. Une succession de vagues géantes ravage les côtes de l'Asie du Sud-Est en quelques heures. C'est un séisme d'une magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter qui est à l'origine de cette catastrophe. Il s'est produit au large de l'île de Sumatra en Indonésie. L'onde se déplace à 800 km/h. Les pays voisins sont rapidement touchés. La Thaïlande en moins d'1 heure, le Sri Lanka en 2 heures, l'Inde du Sud en 3 heures. Que s'est-il passé? Une énorme masse rocheuse s'est élevée de quelques mètres sous l'eau. Une énergie incroyable s'est alors libérée, l'onde de choc s'est répandue et amplifiée jusqu'aux côtes, provoquant des vagues qui mesurent plusieurs mètres de haut. Les sismologues américains avaient enregistré le séisme et tenté de prévenir les pays concernés, mais en vain. Seul le Japon, à l'époque, était doté d'un système d'alerte. La catastrophe a fait plus de 270 000 morts et disparus, dont près de la moitié en Indonésie. Et en duplex, nous retrouvons Jean-Christophe Rufin, président d'Action internationale contre la faim. Bonsoir Jean-Christophe Rufin. Vous avez en ce moment des équipes en Indonésie, dont une quinzaine de personnes à Meulaboh, c'est-à-dire au plus près de l'endroit où se serait produit ce nouveau séisme. Est-ce que vous avez pu entrer en contact avec vos équipes? Est-ce que vous avez des informations? Non, pas encore, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le milieu de la nuit. Nos équipes en fait sont très très proches. Elles sont échelonnées tout le long de la côte entre Banda Aceh et donc Meulaboh. Depuis le séisme, d'ailleurs, on peut dire, nous assurons l'approvisionnement nourriture de cette zone et nous avons 23 personnes à peu près en Indonésie, dont 15 à Meulaboh. Et les liaisons téléphoniques sont difficiles. Apparemment, les lignes ont été coupées.
Absolument, c'est très difficile de les joindre. Ce que je dois dire quand même, c'est que nous avons pris des précautions depuis le séisme et normalement, ils avaient pour consigne, ils ont eu pour consigne pendant très longtemps, même quand il y a des bâtiments en dur, de dormir sous tente, parce qu'il y avait en permanence des petites répliques qui n'atteignaient pas évidemment l'importance de celle-ci. Donc c'est tout ce qui me laisse espérer qu'en effet ils ont été protégés. Merci Jean-Christophe Ruffin. On vous retrouvera peut-être vous aussi d'ici la fin de ce journal si vous parvenez à rentrer en contact avec vos équipes. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle l'information donc de cette soirée. Un nouveau séisme tout près de l'île de Sumatra en Indonésie, 8,2 à 8,5 sur l'échelle de Richter selon les sources. Nous n'avons pas d'indication pour l'instant sur d'éventuels dégâts. En tout cas, l'alerte au tsunami est générale en Asie du Sud. Tous les pays concernés par le premier tsunami l'ont déclenché. Bien entendu l'Indonésie, mais aussi le Sri Lanka, la Thaïlande et le sud de l'Inde. Voilà ce qu'on pouvait dire à cette heure-ci. Nous y revenons bien sûr à la fin de ce journal dans quelques minutes. L'autre actualité de cette journée, je vous le disais en titre, c'est d'abord ce 4e sondage qui confirme la poussée du non en vue du référendum sur la Constitution européenne. Selon cette enquête Ipsos pour le Figaro et Europe 1, le non l'emporterait aujourd'hui avec 54% des voix contre 46. 3 points à noter. D'abord, le sondage a été réalisé vendredi et samedi, donc après le sommet européen où la directive Bolkestein a été écartée. Ensuite, c'est à gauche que le non progresse le plus et pour la première fois, il est majoritaire chez les sympathisants socialistes. Enfin, un tiers des personnes interrogées, certaines d'aller voter, n'ont pas exprimé d'intention de vote, ce qui peut faire relativiser cette indication. Alors cette poussée du non a dominé le voyage de Jacques Chirac au Japon. Le chef de l'État y est revenu ce matin encore, juste avant de repartir. Alix Bouillaguet. Jacques Chirac inquiet. À cet instant, son principal souci, c'est l'issue du combat de sumo. Deux poids lourds face à face dans une lutte aussi incertaine qu'une autre bataille, cette fois politique, le référendum sur la Constitution européenne. De cela, il ne devait pas en parler. Pourtant, dès le premier jour, Jacques Chirac n'a pas hésité à dramatiser l'enjeu du scrutin. J'aurai l'occasion de dire aux Françaises et aux Français tout le sérieux avec lequel il faut réfléchir à cette question. Une première petite phrase distillée à 10 000 km de Paris, le fait est inhabituel. Hier soir, Jacques Chirac ne s'est pas arrêté là. Il a même exhorté clairement les Français à dire oui à la Constitution européenne. J'aurai d'ailleurs l'occasion de dire aux Françaises et aux Français pourquoi, de mon point de vue, l'intérêt de la France, de l'Europe, mais aussi de la paix, du développement et de la sauvegarde de notre modèle social suppose de répondre oui au traité constitutionnel. Pour ce oui, même au Japon, Jacques Chirac a déjà commencé à faire campagne. La poussée du non, confirmée dans les sondages, devrait l'inciter à s'engager encore plus dès son retour en France. Alors on entend souvent que personne en France ne connaît cette Constitution. Eh bien, chaque soir de cette semaine, nous allons la détailler point par point. Et on commence ce soir par le commencement. Pourquoi une nouvelle Constitution et pourquoi aujourd'hui Pauline Revenat, Daniel Leno. Octobre 2004, le texte de la Constitution est signé à Rome. Mais d'où vient cette Constitution? 47 ans plus tôt, même ville, même lieu symbolique, le traité de Rome consacre l'Europe des 6. France, Allemagne, Italie et 3 pays du Benelux. Après le charbon et l'acier, l'agriculture. Moteur de la construction, le couple franco-allemand De Gaulle-Adenauer, très sceptique sur un éventuel projet politique. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. Au fil des années, le projet européen prend de l'ampleur. La Constitution, l'Europe en a-t-elle besoin? Les traités se suivent, pas moins de 4 en 15 ans. L'acte unique crée un espace de libre-échange. Maastricht invente l'euro. À Amsterdam, on parle d'environnement et de droits sociaux. À Nice, c'est l'élargissement à 25. Une structure de plus en plus complexe, d'où la nécessité pour ses partisans de simplifier ces textes et d'adopter une constitution européenne. C'est indispensable si on considère qu'il faut un mécanisme permettant de décider plus efficacement et plus démocratiquement. Le problème de la Constitution, répliquent ses détracteurs, c'est sa légitimité. Pour qu'il y ait une constitution, il faut qu'il y ait un peuple. C'est un peuple qui se donne une constitution. En Europe, il y a 25 peuples.
Il n'y a pas un peuple européen. Comment cette constitution a-t-elle été négociée? Autour de Valéry Giscard d'Estaing, 105 personnes, essentiellement des parlementaires, se sont réunies pendant 17 mois. C'est cette convention qui a élaboré les 448 articles de la Constitution européenne. La ville de Nîmes et le département du Gard se sont donc distingués du reste de la France aujourd'hui, puisque ce lundi de Pâques était en théorie un jour comme les autres là-bas. Petit rappel d'abord, pour financer l'aide aux personnes âgées et aux handicapés, le gouvernement a supprimé un jour férié, en l'occurrence le lundi de Pentecôte, mais le Gard bénéficie d'une dérogation pour préserver la fériade de Nîmes, organisée précisément à la Pentecôte. Alors pour la première fois, on travaillait donc aujourd'hui, mais apparemment tout le monde n'a pas suivi. Sur place à Nîmes, Léo Lamberton, Pascal Ponce. C'est la bonne nouvelle de ce lundi de Pâques. À Nîmes, la préfecture est ouverte, mais visiblement personne ne le sait. Faire ses papiers n'a jamais été aussi rapide. Voilà, vous allez en caisse, on va vous appeler pour la nouvelle carte grise. Hein. D'accord, merci. C'était vraiment la journée idéale, ouais, parce que ça a pris même pas 5 minutes. Ce matin, devant ce collège, l'ambiance était nettement moins joyeuse. Les cartes de ramassage scolaire sont quasiment vides. Les parents ont boycotté ce lundi de Pâques, travailler pour leurs enfants. Vous n'êtes pas surchargé aujourd'hui, hein? Combien vous en avez d'habitude? Plein. Et là, combien vous en avez? Coût des frais de transport pour aujourd'hui, 100 000 €. 12. 8. C'est une gabegie extraordinaire parce que nous avons aujourd'hui 500 cars qui sont mobilisés. Il n'y a pratiquement pas d'élèves dedans. Donc cette journée de solidarité dans le département du Gard, c'est vraiment le grand bazar. Ici, 90% des enfants sont absents, 20% des professeurs en grève. Fixée aujourd'hui dans le Gard et non le lundi de Pentecôte à cause de la feria de Nîmes, la journée de solidarité pour les personnes âgées n'enthousiasme personne. Ça me fait de la peine. Pourquoi? Parce que, bon, traditionnellement, c'était le week-end de Pâques familial. Moi, personnellement, je suis de Normandie, la famille est descendue, et voilà, et moi, je suis là. C'est n'importe quoi, c'est tout. Pourquoi c'est n'importe quoi? Mais ça, soit on fait ça partout, soit on fait ça nulle part, quoi. En fait, dans le Gard aujourd'hui, beaucoup d'entreprises et d'administrations sont restées fermées. Même les eurodateurs à Nîmes sont gratuits, comme si ce lundi de Pâques était encore férié. Et le Gard, on le disait, n'est pas tout à fait seul dans cette situation. Le territoire de Belfort ou encore les villes de Vic-Fezensac et de Moissac ont aussi fait ce choix. Et là aussi, les administrations sont restées désertes. Image ici du collège-lycée de Moissac où à peine 10% des élèves étaient en classe aujourd'hui. Le temps semble suspendu ce soir encore à Monaco où l'on vit toujours au rythme des bulletins de santé du prince régnier. Le dernier publié aujourd'hui évoque un état stationnaire mais préoccupant. Les Monégasques étaient nombreux hier à prier pour leur souverain, mais pour le reste, la vie suit son cours. L'incertitude et l'attente n'ont pas empêché ce week-end de Pâques de connaître une très forte affluence. Sur place, Yasmina Farber, Philippe Jasselin. La place du Casino ne désemplit pas. Le lundi de Pâques, une escapade à Monaco, c'est presque un rituel, surtout pour les Italiens. Les visiteurs sont plus amateurs de belles voitures que de Gazette People. L'état de santé du prince régnier semble étranger à cette affluence du jour. C'est du moins l'avis d'un professionnel. Non, pareil, tout à fait pareil que les autres années. Sur la plage du Larvoto, les terrasses sont bondées. Un air d'été, des mines détendues, comme pour dire que la vie continue, même si le prince est au plus mal. C'est d'abord un moment privé pour la famille, à vivre dans l'intimité. Malgré ça, on est sur la plage, c'est la vie de Monaco, passer de bons moments. Monte-Carlo est triste, même si la journée est radieuse. Bon, bien sûr, aujourd'hui, c'est une belle journée, lundi de Pâques, on sort, mais c'est vrai que quand on passe devant l'hôpital cardio-thoracique, ça fait quand même quelque chose. Les médias basés sur le port sont suspendus aux nouvelles du palais princier. En fin de journée, le ciel bleu avait disparu sous un épais brouillard, comme un retour brutal à la réalité. Les médecins du centre cardio-thoracique jugent toujours préoccupant l'état de santé du prince régnier. Il est maintenant sous dialyse rénale et reste sous assistance respiratoire. À Rome, les cérémonies de Pâques sont terminées. Jean-Paul II n'a pas participé à la bénédiction du lundi. Et les images du pape hier, visage grimaçant, contraint au silence, ont beaucoup impressionné. Certains se demandent même s'il faut montrer cette souffrance et si le Saint-Père est vraiment maître de ces apparitions. Isabelle Stess, Christophe Larocca. Le lundi de Pâques, il arrive parfois que Jean-Paul II donne sa bénédiction à midi pour clôturer la Semaine Sainte. Les fenêtres du pape sont restées fermées aujourd'hui. Mais tous ici gardent en mémoire cette image. Jean-Paul II qui tente de parler en vain. Je ne pense pas que ce soit indécent parce que
même dans son ultime effort, l'essentiel est que sa mémoire soit encore capable de penser à ce que doit être la vie de l'Église. Le dimanche des Rameaux, Jean-Paul II avait montré un signe d'énervement en frappant son pupitre. Geste de colère d'un homme trahi par son corps. Le pape n'a pas prononcé un mot depuis 15 jours et le vendredi saint, il tournait le dos aux fidèles, mais la plupart d'entre eux le croient encore capable de gouverner l'Église. C'est un beau symbole. Ça montre que jusqu'au bout, il veut jouer son rôle. Et je trouve ça plutôt un signe d'espoir et c'est positif. Le pape a perdu la santé, la voix, mais ses apparitions aujourd'hui résultent de sa seule volonté. Le pape veut continuer à essayer. C'est comme l'athlète qui a échoué une preuve, il demande d'en faire une autre. Parce qu'enfin, un pape qui n'avait plus de contact avec les gens, ce serait pour lui un pape mort. Jamais l'image de Jean-Paul II n'aura été aussi inquiétante, mais face à un pape extrêmement affaibli, personne n'ose plus ici parler de démission. Ce lundi de Pâques est aussi traditionnellement une journée chargée sur les routes du retour, circulation très dense aux abords des grandes villes. Ici, l'A13 près de Paris, mais on a déjà vu des bouchons plus impressionnants. Apparemment, les conseils de Bison Futé ont tout de même été pris en compte. Et certains se souviendront de leurs vacances ou de leur week-end. Ainsi, ces deux skieurs qui avaient pris le télésiège en fin de journée aux Arcs pour faire une ultime descente, ils ont été oubliés et sont restés toute la nuit perchés à plus de 4 mètres au-dessus du sol. L'employé étourdi a été sanctionné aujourd'hui. Benoît Gadret, Thierry Monnier sur place. Ils sont venus de la région parisienne pour passer un week-end pascal à la montagne. Samedi vers 17 h, John et Claude empruntent ce télésiège pour une dernière descente. À une centaine de mètres de l'arrivée, la machine s'arrête. Les employés viennent de couper le moteur avant de fermer les pistes. On a essayé de crier, de se faire entendre par rapport au perchman, mais on était vraiment trop éloignés. On s'est tenus éveillés l'un l'autre, on ne voulait pas dormir. Et puis on parlait toute la nuit, on essayait vraiment de garder l'esprit optimiste, quoi. Les deux skieurs n'ont pas de téléphone portable et leur position à 4 mètres au-dessus du sol ne les incite pas à sauter. Ils seront retrouvés le lendemain matin en légère hypothermie, la température nocturne étant descendue à moins 4 degrés. Cette mésaventure est due à un employé. Il a vu les deux derniers skieurs partir, mais par erreur a indiqué un mauvais numéro au poste d'arrivée. Nous, on fait 16 millions de passages par an sur la remontée mécanique. Et à ma connaissance, depuis 15 ans, ça n'était pas arrivé. L'employé fautif a été suspendu car l'incident aurait pu être dramatique si la température avait été inférieure. Les deux skieurs n'ont pas porté plainte. Ils négocient actuellement un arrangement à l'amiable avec la direction de la station. Un appel qui fait des vagues maintenant après les agressions des casseurs contre des lycéens lors des dernières manifestations. 7 personnalités ont lancé une pétition. Elles dénoncent un racisme anti-blanc. Racisme anti-blanc, c'est la première fois que cette expression est mise en avant et que le phénomène est dénoncé. Pour les signataires, il faut en finir avec l'angélisme et les tabous. Mais cet appel est vivement dénoncé par plusieurs associations qui parlent de stigmatisation et de simplification. Loïc Delamornay, Édouard Perrin. Derrière ces visages en sang et ces insultes, n'y a-t-il que du vandalisme ordinaire ou bien du racisme? Après les échauffourées des dernières manifestations lycéennes, où plusieurs jeunes auraient été agressés et traités de sales français, une radio et une association juive ont diffusé un appel contre le racisme anti-blanc. Ces auteurs estiment n'avoir lancé qu'un cri d'alarme et se défendent de toute récupération ou arrière-pensée politique. Je ne cherche rien. Je cherche simplement à défendre un petit Sébastien comme depuis maintenant 40 ans. J'ai dû commencer probablement à militer dans l'antiracisme au collège. J'ai défendu des petits David, des petits Kader, des petits Boubacar. Pour moi, c'est la même chose. Plusieurs personnalités ont déjà signé cet appel, comme Bernard Kouchner, le cinéaste Elie Chouraki, le philosophe Alain Finkielkraut ou encore Jacques Julliard. Ce qu'on a voulu, c'est marquer le coup. Il fallait marquer le coup, car l'espèce de silence gêné, bien pensant, oh vous savez, il ne faut pas en parler parce que ce sont des jeunes de banlieue, ça c'est, comme on dit, contre-productif. Ça fait le contraire de ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire lutter contre le racisme. Mais la plupart des organisations lycéennes ne sont pas de cet avis et réfutent toute idée d'un racisme anti-blanc.
Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui en France, les gens qui souffrent le plus du racisme, ce ne sont pas les blancs entre guillemets, ce sont évidemment les blacks, les beurs qui viennent de ghettos, qui viennent des cités et qui tous les jours souffrent du racisme, que ce soit dans la rue en croisant une personne, que ce soit à l'embauche, que ce soit pour l'emploi, etc., etc. Les associations antiracistes rappellent que chaque manifestation amène son lot de casseurs ou de personnes venues chercher la bagarre. Elles refusent par exemple de voir dans ce coup de poing un acte raciste. Il s'agit d'un vol de portable. À propos du mouvement lycéen, cette nouvelle manifestation aujourd'hui, dans un cadre, disons, prestigieux, 200 élèves protestant contre la loi Fillon ont organisé une opération péage gratuit au viaduc de Millau. Et ils ont distribué des tracts. Aucun incident ni bouchon n'a été signalé. Autre mouvement, celui des salariés et notamment des fonctionnaires pour le pouvoir d'achat. Le gouvernement, vous le savez, doit faire des propositions aux syndicats demain, mais l'essentiel a déjà filtré. La revalorisation serait de 0,8 ou 0,9% et il y aurait aussi une prime pour les agents dont l'évolution de carrière est bloquée. Christelle Marty, Laurent Desbois. À l'hôpital, 90 000 agents devraient toucher prochainement une prime prévue par le gouvernement. Elle s'adresse à ceux qui arrivent au sommet de leur carrière et qui ne peuvent plus prétendre à une promotion. Prime exceptionnelle, c'est très bien. J'espère que ça va durer jusqu'à que moi j'arrive à ce point-là. Si on nous la donne, on la prend. Mais bon, je trouve que si on est augmenté tous les mois, je trouve que c'est mieux que d'avoir la prime. En plus du secteur hospitalier, cette prime exceptionnelle concernera certains agents des collectivités territoriales et ceux travaillant pour l'État. En tout, sur 5 millions de fonctionnaires, 260 000 devraient bénéficier de ce coup de pouce, soit 1,2% de leur salaire annuel. Ce bonus, qui pourra atteindre jusqu'à 230 €, est pourtant jugé insuffisant par les syndicats. C'est uniquement une prime. Et si on veut rattraper le pouvoir d'achat, il faut augmenter la valeur du point d'indice commun à tous. Donc le salaire, c'est ce qui sera au cœur des négociations demain entre les syndicats et le ministre de la fonction publique Renaud Dutreil. Il devrait annoncer une hausse de 0,8 à 0,9% de leur traitement. Cette revalorisation viendra s'ajouter aux 1% d'augmentation de salaire déjà accordée pour cette année. À l'étranger, d'abord la Kirghizie, où les nouveaux dirigeants consolident leur pouvoir. Le nouvel homme fort, Kourmanbek Bakiev, s'est vu confier le poste de Premier ministre par intérim et l'ancien Parlement a été suspendu. On s'est beaucoup demandé depuis quelques jours quel a été le rôle des associations et notamment des ONG américaines, déjà très actives, on le sait, pour appuyer les révolutions ukrainiennes et géorgiennes. Eh bien, l'une de nos équipes a retrouvé certains de ces militants. Apparemment, ils ont bien joué un rôle, mais ils ont été eux-mêmes surpris par l'accélération des événements. Envoyés spéciaux Anne Poncinet, Xavier Luzet. Et si en plus de la pauvreté, la corruption, la fraude électorale, il y avait une autre cause à la révolution kirghize? Le travail des Américains qui, depuis quelques années, financent au Kirghizistan des programmes de promotion de la démocratie. Mike Stone est l'un d'entre eux, membre de la puissante ONG Freedom House. Il gère une imprimerie donnée par les États-Unis. Ici, les journaux d'opposition viennent se faire imprimer sans censure d'aucune sorte, nous dit-on, pourvu qu'ils payent. Tout cela a peut-être favorisé la révolution, admet Mike Stone, mais ce n'est pas l'opposition qu'on a encouragée ici, c'est le pluralisme. Imprimer le journal de celui qui entre par cette porte, quel qu'il soit. C'est ça notre objectif. Comme je l'ai toujours dit, je serais ravi d'imprimer le journal du Kirghizistan, le journal gouvernemental, s'ils veulent travailler avec nous. Mais ils refusent. Peut-être qu'avec le nouveau gouvernement, ils changeront d'avis. On fait notre boulot, c'est tout. Mais, et Alexandre Kim, patron d'un journal d'opposition, le sait bien, si les Américains ont pu réaliser cette imprimerie, c'est que tout de même, le président Akayev était suffisamment ouvert pour le permettre. Maintenant, il doit regretter d'avoir autorisé l'ouverture de cette imprimerie américaine. Les Américains ont d'autres intérêts au Kirghizistan. Une base militaire, support logistique pour les opérations en Afghanistan. Une base où l'on construit en dur, mais officiellement pas pour rester. En tout cas, les Américains ici ne font pas de lien entre leurs activités militaires et leur promotion de la démocratie. Les Américains sont plutôt fiers du travail réalisé au Kirghizistan. Pour eux, il n'y a pas de mal à défendre la démocratie. Ils disent même qu'ils préféreraient ne pas être les seuls à le faire. Mais ici, par exemple, à Bichkek, les démocraties occidentales, notamment la France, ne sont pas représentées par une ambassade. Un rappel, comme tous les jours en Irak, notre consoeur Florence Obna et son guide Hussein Hanoun sont retenus depuis 82 jours maintenant.
Santé, un espoir, je vous le disais en titre, pour soigner les maladies dégénératives du cerveau comme Alzheimer ou Huntington. Une substance contenue dans le raisin noir pourrait peut-être constituer un traitement efficace pour retarder l'évolution de la maladie. C'est une équipe française qui l'a constaté après des expériences menées sur un ver minuscule. Jean-Daniel Flezaki et Nathalie Gannet. Proposez un ver à ces chercheurs, ils ne vous le refuseront jamais. Cette équipe travaille en effet sur le Caenorhabditis elegans, un ver de 1 mm de long et dont 50% des gènes sont identiques aux nôtres. Et il pourrait bien nous aider à traiter des maladies dégénératives du cerveau, comme la maladie de Huntington. Dans cette affection, le patient souffre de mouvements anormaux incessants de plus en plus sévères. En cause, une erreur de programme dans les cellules nerveuses. Le programme génétique de ces neurones va en quelque sorte bégayer, répétant des dizaines de fois le même message. Cette erreur déclenche une série de réactions chimiques qui conduisent à la mort du tissu nerveux. Les chercheurs ont créé des vers porteurs de cellules identiques à celles des patients. Le ver malade se comporte bizarrement. Quand on le pique, il ne s'échappe pas, il continue son chemin. Mais c'était sans compter sur le resveratrol. Nourri de cette poudre blanche, le ver a retrouvé un comportement normal. La preuve, quand on le pique d'un côté, il repart dans l'autre sens. Le resveratrol protège la cellule nerveuse malade de la destruction. Bon, ça pourrait être intéressant dans la maladie de Huntington, puisqu'on y pense aujourd'hui, éventuellement dans d'autres maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Et ce qu'on peut espérer, c'est que, en cas de confirmation de l'intérêt de ce mécanisme d'action, c'est en fait un ralentissement des symptômes, de l'évolution de la maladie. Le resveratrol, chacun d'entre nous en consomme régulièrement. Il y en a dans la peau du raisin noir et aussi dans le vin rouge. Mais les chercheurs se gardent de conclusions hâtives. Le resveratrol, pour un ver, ça va. Pour l'homme, attendons les résultats. La lutte contre le sida avec comme chaque année le SIDAction qui démarre en fin de semaine. Jacques Chirac a relancé aujourd'hui son idée de taxe pour alimenter un fonds d'action international. L'Afrique, vous le savez, reste le continent le plus touché par la maladie. Exemple en Centrafrique où plus de 15% de la population est atteinte. Apparemment, les esprits commencent à évoluer. Dans ce pays à 25% catholiques, un prêtre et une religieuse ont déclaré la guerre au sida et ils appellent un chat. Envoyés spéciaux Éric Monnier, Francis Rank. Ce jour-là, les petites écolières de Sainte-Thérèse recevaient un singulier visiteur, Nelson, orphelin du sida. Avec mes parents, on s'entendait très bien. Je les aimais beaucoup. Eux aussi, ils m'aimaient beaucoup. Et voilà qu'on nous appelle pour dire que ton papa est décédé hier à 20h. Je dis, qui, mon papa? Un récit volontairement cru. Rien n'est épargné à ces petites filles de 9 ans. Le père Gustave l'a voulu ainsi. C'est lui qui a eu l'idée de ces conférences, régulièrement organisées dans les écoles de Bangui. Une initiative qui a de quoi surprendre dans des établissements catholiques d'ordinaire plus frileux. Aujourd'hui, c'est la fin des tabous. En réalité, vous trouvez des préservatifs pour marcher dans des kiosques en voie partout. Est-ce que ça vous protège à 100%? Il y a 15 ans, 20 ans, on n'en parlait pas. D'ailleurs, quand on a commencé à en parler en 97, c'était un peu intoléré. Comment, dans une école catholique, on parle de préservatifs, on parle de sexe. Et finalement, maintenant, ce sont les parents qui viennent nous remercier d'avoir parlé, d'avoir éveillé leurs enfants à tous ces problèmes. Vous pensez que vous sauvez des vies, peut-être? Certainement, certainement. C'est une maman. Ça correspond à quel bateau? Fidélité, abstinence, préservatif. Elle reprend à l'abstinence? Elle doit être comment? Fidèle. Très bien. Après le témoignage poignant, des jeux finiront de sensibiliser les enfants au danger. Un danger bien réel en Centrafrique. On estime que 15% de la population est infectée et 8 ans de guerre civile n'ont rien arrangé. Alors le père Gustave a décidé de faire de la lutte contre la maladie son sacerdoce. Après l'école, il anime une association de femmes séropositives, souvent rejetées par la famille, le village, leur apportant soutien matériel et moral. Moi je crois que c'est mon travail, ce n'est pas seulement dire la messe. Et pour moi la religion c'est construire. S'il y a un développement, les gens vivent en paix, c'est ça la religion. Dieu aussi, donc c'est ça construire le royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement spiritualiser, dire que aller au ciel, non, mais que la personne puisse vivre le paradis aujourd'hui et maintenant. Pour financer son association, le père Gustave n'hésite pas à mettre les pieds et les mains dans la boue. De cette petite rizière sortira assez de riz pour nourrir ses paroissiens malades. Un petit surplus à vendre pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école.
L'environnement en France, la baie de Somme tire la sonnette d'alarme contre les camping-cars. Depuis quelques années, des vacanciers viennent s'installer sur un terrain sauvage, en bord de mer, pas d'eau, pas de poubelle, encore moins de sanitaires, mais apparemment cela ne décourage personne. Ce week-end encore, il y avait près de 200 véhicules, ce qui provoque la colère des riverains. Stéphanie Davoigneau. Faut pas exagérer. Il y en a qui ont jeté leurs tinettes dans le canal hier, je les ai vus. La guerre est déclarée. D'un côté les riverains, de l'autre 200 vacanciers qui ont pris leurs habitudes sur ce terrain. Problème, ici ce n'est pas un camping. Il n'y a donc pas de sanitaire, ni même de bornes aménagées pour les toilettes. Nous, on est là pour 4 jours, on a suffisamment d'autonomie pour 4 jours. Et quand on va repartir à la campagne chez nous, on fera le nécessaire pour vider, pour entretenir ce qu'on a à entretenir. Des années qu'ils pratiquent ici le camping sauvage. Et ils n'ont pas de raison de s'inquiéter puisque la mairie a toujours laissé faire. Nous ne sommes pas des délinquants. Et non, mais le problème qu'il y a, c'est vrai que bon, pour l'instant, c'est vrai que vous squattez un petit peu. Mais on vous accepte, attention. Oui. Pour le moment, on les laisse. On laisse faire. Hein, si on avait pu, on avait essayé de voir si on pouvait aménager pour cet été, niveler le terrain et mettre une borne, installer l'assainissement et l'eau. Et je ne sais pas si on arrivera à le faire. Des aménagements pourtant indispensables, car en France, le nombre de camping-cars a doublé en 5 ans. Ces caravanes, en tout cas, ne sont plus très mobiles. Le bout du voyage, c'est la baie de Somme. On évoquait tout à l'heure les cérémonies de Pâques. Les catholiques cherchent les nouvelles pratiques religieuses qui attirent les fidèles. En voici une, le Rock Catho. Le festival de Chartres a encore fait le plein cette année. Julia Delage, Philippe Mugerin sur place. Avant à Chartres, l'ambiance à Pâques, c'était plutôt ça. Mais aujourd'hui, fini la messe en latin, maintenant on célèbre sa foi en rythme, rock, punk et même reggae. La nouvelle scène chrétienne s'affirme, les jeunes adorent. C'est la foi vivante, c'est la résurrection, l'espérance. C'est mieux pour les jeunes, quoi. Ça bouge plus, c'est plus vivant. Enfin, il faut innover, parce qu'on écoute, c'est bien l'orgue, mais il y a aussi le reggae et tout. Il faut profiter de tout. Ça vous incite à aller à l'église, tout ça? Ah oui, bah carrément. Les paroles sont vraiment magnifiques et la musique est super. Il y en a pour tous les goûts et franchement, c'est génial. Chanter sa foi n'est plus du tout ringard. Avec plus de 6000 jeunes présents à Chartres pour l'église, on est sur la bonne voie. C'est pas parce qu'il y a des milliers de jeunes qui viennent au festival qui seront forcément dès demain dans l'église. Maintenant, il faut aller dans la rue et sonner les cloches dans la rue, c'est-à-dire là où les gens sont. Les jeunes, ils sont dans la rue, les jeunes, ils sont dans les concerts, c'est là où on peut les rejoindre, c'est là qu'on peut parler avec eux. À côté des concerts, on fait aussi de bonnes affaires. C'est des merchandising accessoires, on vend tout, mais avec la foi. Bah, le rock, ça fait mauvais garçon et on en fait, ouais. Tant que ça fait bon chrétien. Pour sa 3e édition, le Festival de Pâques compte sur près de 15 000 personnes et la ferveur de la foi. Le retour de Daniel Buren, il est exposé cette fois au musée Guggenheim de New York. Il s'agit d'une œuvre monumentale, un pan de mur de plusieurs mètres de haut. Et comme à chaque fois, l'exposition fait beaucoup parler. Il y a les pour et les contre. Isabelle Bechler, Olivier Robert. Au Guggenheim de New York, Frank Lloyd Wright, l'architecte, avait déjà banni les lignes droites. Mais là, rien ne va plus, même les courbes sont brisées. D'où la perplexité ou les sourires complices des visiteurs de l'exposition de Daniel Buren. C'est la 2e fois que l'artiste français intervient massivement dans le puits central de la Rotonde avec une sculpture de 30 mètres de haut qui occupe un quart de son volume. Sa première création, en 1971, avait ulcéré les peintres américains et sa tenture rayée avait été ni plus ni moins décrochée. C'est la pièce que personne n'a pu voir en vrai et qui se trouvait ici, à peu près où on est, en 1971. Et qui a été censuré avant l'ouverture de l'exposition. L'objet qui occupe aujourd'hui le musée est un véritable casse-tête pour les photographes, amateurs ou non. La réalité sort toujours du cadre et a une fâcheuse tendance à donner le tournis. La magie de l'intervention tient aux 75 tonnes de miroirs installés au millimètre près par 30 ingénieurs et ouvriers du bâtiment qui l'ont conçu et monté comme un mécano géant en 3 semaines de travail nocturne la plupart du temps.
Il y a des endroits où le musée est quasiment intact, intouché. Et ça m'intéresse aussi parce que je pense que c'est un chef-d'œuvre du XXe siècle. Et d'un autre côté, on déconstruit le musée. Mais c'est vrai que... Vous êtes assez envahissant quand même. Bah oui, vous voyez, en faisant presque rien, on est très envahissant. Le Guggenheim est ainsi envahi de rayures pour 2 mois, y compris celles des fans qui s'ignorent. Pour être dans la norme de Buren, elles doivent mesurer 8,7 cm de large, c'est l'orthodoxie. Même le vendeur de hot dog sur la 5e avenue face au musée y est allé de sa rayure. Voilà, comme prévu, retour à la principale information de ce début de soirée. Maintenant, ce nouveau tremblement de terre en Asie du Sud, en Indonésie, quasiment au même endroit qu'il y a 3 mois. L'alerte au tsunami est générale dans la région. Mais pour l'instant, et nous retrouvons Fabienne Sintès qui se trouve à Banda Aceh, et donc tout près du lieu du séisme, mais de l'autre côté de la côte. Fabienne, pour l'instant, pas de tsunami signalé par les autorités. Non, pas du tout. Et le bruit que vous entendez derrière moi, ce sont les voitures et les mobylettes qui sont en train, les gens qui sont en train de rentrer chez eux. Le grand mouvement de panique de la première alerte juste après le tremblement de terre, ce mouvement de panique est terminé maintenant. La police a fait à peu près ce qu'elle a pu ici pour dire aux gens de se calmer, qu'a priori il n'y avait pas de raison de craindre un tsunami. On a vu les gens rester, ils y sont encore d'ailleurs extrêmement longtemps, scruter la mer en fait pour voir si le niveau ne montait pas subitement et pour pouvoir partir immédiatement. Certaines personnes avec leurs enfants dans les bras, avec la voiture tout à côté, parfois même moteur allumé pour pouvoir partir très vite. Mais ces gens-là aussi, doucement, vont, j'allais dire, décrocher en fait et avoir moins peur et rentrer chez eux. Le grand mouvement de panique, encore une fois, est passé. Il n'y a pas eu d'évacuation générale, évidemment, ici à Banda Aceh, juste un vrai moment de panique, un souvenir incroyable qui remontait en fait pour ces gens, qui leur a rappelé de manière tellement incroyable, tellement prégnante le 26 décembre, qu'ils sont partis comme des fous, tous avec leurs voitures, les mobylettes vers les hauteurs. Ils sont doucement, encore une fois, en train de rentrer, doucement, en train de se calmer, en train de se parler, en tout cas sur les pas de porte, avant peut-être enfin d'essayer de passer une nuit qui sera probablement assez peu tranquille ici quand même. Merci Fabienne pour ce témoignage. Il faut dire, et c'est ce qui explique aussi peut-être ce mouvement de panique, que les informations ont été très contradictoires en début de soirée, et juste après ce séisme, puisque les États-Unis évoquaient la possibilité d'un tsunami dévastateur. Quelques instants plus tard, l'Institut géologique de Strasbourg parlait d'un séisme 30 fois moins puissant que celui du 26 décembre. On est à 8,2 sur l'échelle de Richter. Certaines autres sources avaient parlé de 8,5. On fait le point en images sur les informations dont nous disposons avec Amaury Guibert. Voici les premières images en provenance d'Indonésie. Peu de temps après la secousse, les rues de Banda Aceh sont envahies. En voiture, à moto ou à pied, devant la peur d'un nouveau raz-de-marée, ils préfèrent fuir vers l'intérieur des terres. À des milliers de kilomètres de là, la même stupeur dans la nuit. Nous sommes à Bangkok, la capitale thaïlandaise, et en nombre, les habitants préfèrent quitter les bâtiments par crainte des répliques. Le séisme s'est produit peu après 18 h heure française. Une violente secousse de 8,2 sur l'échelle de Richter. L'épicentre se situe au large de l'île indonésienne de Sumatra, à 205 km de la ville de Sibolga. Sumatra, qui avait été durement frappée le 26 décembre. On ignore pour le moment le nombre de victimes ni l'ampleur des dégâts, mais en Indonésie, une alerte au tsunami a été déclenchée. Même chose en Thaïlande, au Sri Lanka et en Inde. C'est le centre d'alerte des tsunamis du Pacifique, basé à Hawaï, qui le premier a lancé l'alerte, parlant d'un possible raz-de-marée dévastateur. Il a aussi conseillé aux populations d'évacuer les côtes pour éviter une catastrophe semblable à celle du 26 décembre dernier. Voilà, en Thaïlande, nous retrouvons Philippe Rochaud tout de suite au téléphone, notre envoyé spécial. Bonsoir Philippe. Donc là aussi, on l'a dit, alerte générale au tsunami. Qu'en est-il de la situation à l'heure où l'on se parle? Oui, c'est vrai, il y a eu une alerte générale. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de dispositif d'alerte. C'est-à-dire que l'alerte s'est déroulée à la télévision, à la radio, mais il n'y a pas eu de sirène, par exemple, dans les rues de Phuket pour demander aux gens d'évacuer. En revanche, il n'y a pas eu de tsunami ici. Les habitants se sont rendus sur les hauteurs de façon assez calme, et puis maintenant on les voit redescendre au bord de la mer et regarder ce qui s'est passé. Il y a les bateaux qui sont là, tout est intact, et finalement ces gens qui avaient peur de revivre le cauchemar du 26 décembre ne l'ont pas vécu. La terre a tremblé aussi un peu à Bangkok, il y a eu quelques vitres cassées, mais rien de grave.
La télévision thaïlandaise consacre bien sûr tous ses programmes à l'évolution de ce tremblement de terre et tente maintenant de rassurer les gens puisqu'il est clair qu'il n'y aura pas maintenant d'effet de tsunami dans la région après ce tremblement de terre d'Indonésie. Merci Philippe, et il faudra bien sûr attendre plusieurs heures, peut-être plusieurs jours pour avoir une idée des dégâts provoqués en Indonésie, peut-être ailleurs par ce tremblement de terre que les experts américains ont décrit dans un premier temps comme très puissant et qui pouvait provoquer une vague importante, que les experts français en revanche ont ramené à des proportions beaucoup moins importantes. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et très bonne fin de week-end de Pâques. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h55. L'homme pressé avec Anthony Delon et Mathilde Amet. 22h40 à ne pas manquer, un œil sur la planète. Peut-on encore ignorer le Brésil? L'année du Brésil est l'occasion de mieux connaître ce pays émergent et souvent fascinant avec Thierry Tuillier. Minuit et demi, dernier journal, Laurence Piquet. Et on se quitte sur ces images du festival de l'œuf de Tourtour. Cela se passe près de Nice et là-bas c'est une tradition à chaque week-end de Pâques. C'est danse folklorique et défilé dans les rues. Et le clou de la manifestation, c'est cette bataille d'œufs le dimanche après-midi. Des œufs crus, des lancers d'œufs crus, faut-il le préciser. À demain.